Alors pour te répondre, je ferai d'une pierre deux coups en commençant par la scène qui m'a le plus choqué, que j'ai trouvé la plus choquante, c'est effectivement la singerie de la scène. D'ailleurs, ils ont été tellement mal à l'aise que certains sur Twitter, ça a été retweeté par des gens comme Jacques Sapir, etc., qui disent non, non, vous n'avez rien compris, c'est pas du tout la scène, en fait, Ouais, c'est ça, ouais. c'est un tableau qui Ouais, représente ouais. un festin des dieux, Ouais, Apollon, Apollon, Jacques Sapir qui étale sa culture, qui essaie de sauver les meubles, quoi. C'est assez drôle. Voilà, ça c'est fait. Et alors, ce qu'on a vu dans cette scène, alors c'est une femme à barbe qui est en fait un homme transsexuel, donc en fait un véritable homme qui est devenu femme et qui a gardé sa barbe, parce qu'en fait c'est pas une femme à barbe, c'est un homme à barbe déguisé en femme. Voilà. Un Ah, type, j'apprécie la nuance. on a vu un type en slip euh, toujours dans cette scène-là. Et bon, enfin, je vais dire, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, il y avait un Ah truc si, qui si, si, débordait. Il y si, avait un stop, truc qui débordait. Il y avait un truc qui débordait du type. attends, justement, à mon œil, il y a la noisette du danseur étoile là, qui a débordé. Alors, et du coup, ça a fait un scandale aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, vous avez même pas le droit de montrer le bout d'un sein. Donc, ça va leur coûter des millions en amende TV. Non, mais Pierre, C'est la folie. le pire, c'est qu'à côté du trans, il y avait une petite gamine. Oui, Qui se Oui, tenait à côté. voilà. en plus, Voilà. bon. Non, mais Ouais. il y a ça aussi que je voulais mentionner. Et pour répondre à ta question, tu me dis, est-ce que c'est un rituel? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la sorcellerie et dans différentes religions, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la magie noire, euh, une de ces pratiques consiste à tout inverser. Par exemple, même prendre Mm. les versets de la Bible ou les versets du Coran et les écrire à l'envers. Et en fait, le diable, il n'invente jamais rien. Il prend ce que Dieu a créé et il l'inverse. C'est pour ça que C'était le singe de Dieu, comme dit oui, Tertullian. le Mm, mm. transsexualisme est un satanisme, même si les transsexuels eux-mêmes n'en sont pas conscients, parce que c'est à la fois une inversion et une confusion. À partir du moment où vous installez la confusion dans la société, vous détruisez la société, puisque la société repose sur les deux piliers féminins et masculin. Et effectivement, de ce point de vue-là, on peut interpréter cette scène de la scène comme quelque chose de véritablement satanique. Alors, est-ce que c'est une incantation? Je ne suis pas un spécialiste non plus de la magie noire pour répondre à cette question-là, mais Tu me ça, défends. mais ça y ressemblait beaucoup. Et l'autre scène aussi qui m'a choqué, et on peut faire le lien entre les deux, c'est le groupe de black, de heavy metal qui fait ça, sa représentation sur l'île de la Cité, avec Marie-Antoinette Mm. décapitée. Et en fait, c'est pas seulement la décapitation qui est choquante, c'est à la fin de leur mini-concert, on a un effet, c'est en fait, ils envoient des bandes rouges et de loin, ça fait une sorte d'effusion de sang, mais, Tout à fait. mais C'est voulu. et en fait, c'est la représentation, d'une certaine façon, de la Révolution française, ou en tout cas de la période de la Révolution française, notamment la Terreur, période durant laquelle euh, Marie-Antoinette avait été au cachot, justement là où il y a eu la représentation du concert. Donc en fait, c'est une sorte de glorification de ce qu'il y a de pire dans la Révolution française. Et pour Mm. rebondir sur ce qu'a dit Pierre, je pense qu'il a tout à fait raison de dire que ça sent l'après-révolution. En fait, c'est un régime républicain qui glorifie la fin d'un autre régime, Mm. mais qui annonce Mm, sa mm, propre mm. fin lui-même. Exactement. Mm. Et quelque part, Thomas Joly nous annonce effectivement une révolution. Et tant et si bien qu'il a mis en scène un cheval, entre guillemets, de l'Apocalypse. Alors, c'est le premier des chevaux hein, de l'Apocalypse, c'est le cheval blanc, celui qui porte un arc et qui se déplace pour aller vaincre. Donc, il y avait un côté... comment dire, il y a un côté Ouais, regarde. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Extra lucide,
la Seine, la Seine, la Seine. Tu n'es pas sourd, Paris est sourd. La Seine, la Seine, la Seine. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La Seine et moi. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La Seine et moi. Ça m'énerve. Ça m'énerve que Paris soit devenu un repère de rats, de surmulots. Il ne faudrait pas les discriminer, absolument géants. Ça m'énerve évidemment qu'on ait abattu tous ces arbres à Paris dont ces superbes glycines pour des prétextes plus fallacieux les uns que les autres. Tout cela, cependant, que l'on sait que la présence végétale dans les villes réduit la température. On le sait à Los Angeles, où la température dans les villes est vraiment excessive à cause de cela. On sait qu'on pourrait utiliser un asphalte plus clair aussi pour réduire la température au sol. De là presque à se demander si ce n'est pas fait exprès pour envisager de relever des températures supérieures dans les villes. Je n'ose l'imaginer, mais en tout cas, j'en ai marre que Paris soit sale et que Paris gaspille son potentiel. Et oui, je dis bien potentiel. Quand j'étais à Taïwan, je me rappelle, on m'avait demandé, c'était un Taïwanais qui avait été déçu par Paris. Vous savez, il y a le syndrome de Paris, un syndrome psychiatrique reconnu par lequel des gens qui ont investi leurs économies pendant des années pour pouvoir visiter la ville lumière et la capitale du romantisme mondial finissent par être complètement déçus par l'état lamentable de cette ville qui a brisé leurs rêves. Eh bien, un Taïwanais m'avait demandé « Mais enfin, Idriss, pourquoi à Paris le métro n'est pas climatisé ?» Et à l'époque, je lui avais répondu « Mais enfin, c'est un métro très ancien, tu sais, et très dense aussi. Vous, votre métro à Taïwan, il n'a que quelques décennies. Le nôtre a plus d'un siècle. » Et le Taïwanais m'avait répondu « Attends, Idriss, tu es en train de me dire que vous aviez 100 ans d'avance sur nous et qu'on vous a battu quand même ? Voilà l'attitude qu'il faut avoir. Voilà comment il faut réagir et voilà comment on peut avoir de l'ambition pour une des villes les plus visitées au monde. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, la dernière lubie maintenant, ce serait de se baigner dans la Seine. Et là aussi, je suis obligé de prendre un peu de recul. Quand j'avais rencontré un grand chef amérindien, un pagé, vous savez, ces grands maîtres mystiques indiens d'Amazonie qui ont des visions et qui pratiquent l'oniromancie par l'ayahuasca, eh bien, la première chose qui l'avait choqué à Paris, c'était l'état de la Seine. Un grand fleuve pollué. Et il le disait comme si c'était une abomination, comme si c'était de la pédophilie ou du meurtre. C'était quelque chose d'abominable pour lui, qu'on puisse polluer un fleuve. D'ailleurs, dans certains pays, les fleuves ont même une personne morale, de la même façon qu'on a donné des adresses e-mail à certains arbres dans certaines villes pour qu'on puisse leur écrire et qu'ils ont reçu beaucoup d'emails comme ça, juste pour le symbole. Eh bien, vous avez des pays qui ont reconnu une personnalité morale aux fleuves pour qu'on puisse les défendre juridiquement. Peut-être que les anciens Gaulois considéraient la Seine comme un dieu ou comme une divinité. Eh bien, j'aurais aimé dans ce cas-là qu'elle puisse être défendue devant un tribunal. Parce que oui, le fleuve principal de Paris est pollué, alors que le fleuve principal de Berne, par exemple, l'Ar, eh bien, on peut s'y baigner aussi bien à Berne qu'à Thun, et on s'y baigne chaque année. Vous voyez même des gens qui vont pratiquer le surf contre son courant en se reliant au pont, et ça au milieu du printemps. Donc c'est possible d'avoir un fleuve qui traverse une ville avec des industries attenantes, et Berne a des industries, et que ce fleuve, eh bien, on puisse s'y baigner. Alors on connaît les promesses qui n'engagent que ceux qui y croient, selon l'expression même de Jacques Chirac, lequel Jacques Chirac avait promis de se baigner dans la Seine. Et oui. Alors, il avait fait cette déclaration, mais on sait très bien qu'elle n'a pas été suivie des faits et qu'entre-temps, même la Seine est devenue encore plus polluée. On se souvient aussi de l'excellent sketch des Inconnus, la Seinoise, je crois avec sa teneur minérale absolument sublime, je cite, en nitrate de prostate. C'est magnifique et c'est dégueulasse, bien entendu. Mais bon, prenons du recul. Je ne suis pas un grand fan de Paris, pour être honnête. J'ai vécu à Montmartre assez longtemps. C'est un endroit que j'aime bien, mais Montmartre, vous savez, c'est le mont des martyrs.
Les gens qui ont soutenu la commune n'aiment pas trop le Sacré-Cœur pour cette raison, parce que c'était un monument expiatoire à la commune et on y a une fresque ou une mosaïque, je ne me rappelle plus, dans laquelle toute la société se tourne vers l'église, sauf le sans-culotte qui représente le communard. Et ça, avec le recul et avec certains amis que je me suis fait entre-temps, j'arrive à le comprendre. Mais mon grand-père n'aimait pas du tout le Sacré-Cœur. Moi, je n'aime pas trop Paris, davantage parce que c'est un cimetière. Il y a plus de morts que de vivants à Paris, à un temps T. Même quand les citoyens de banlieue viennent travailler à Paris, vous avez plus de morts dans la capitale que de vivants. Vous aviez le cimetière des innocents qui était rock'n'roll à souhait, puisque vous y aviez les recluses, et les recluses avaient pu s'enfermer jusqu'à 40 ans dans un petit espace de la taille de 2 ou 3 cabines téléphoniques, avec juste un orifice pour leur donner de quoi manger et un autre pour assister à la messe le dimanche. Vous imaginez l'abomination de ce truc. Le cimetière des innocents était plein à craquer. Il était vraiment abominable. Vous y aviez des séchoirs pour les cadavres et des grandes fosses communes avec de la chaux. Donc même rock'n'roll, c'est un euphémisme bien sûr pour tout cela. Ouais, c'est l'époque de Villon, c'est l'époque des danses macabres, c'est l'époque du memento mori à la parisienne. Mais bon, c'est le roi Louis XVI ou Louis XV, je me rappelle plus, mais je crois que c'est Louis XVI, qui va décider de vider le cimetière des innocents en plein centre de Paris pour éclaircir tout ça, et ça va donner les catacombes, on va les remplir, de la même façon que en Champagne, eh bien, on a utilisé les carrières des pierres des cathédrales pour faire maturer le vin. Eh bien, à Paris, on y a mis des cadavres. Donc, on peut dire, oui, que quand on boit un champagne, on boit la lymphe des cathédrales, c'est-à-dire cette craie du Crétacé qui donne son goût au champagne, et parce qu'on a extrait plus de pierres de la région de Champagne et de la région parisienne au Moyen-Âge que de toute l'Égypte des pyramides à nos jours, et ça, c'était seulement à l'ère gothique, l'art français. Eh bien, en Champagne, on en a fait les caves de Champagne. À Paris, on en a fait les catacombes et les champignonnières. Tout de même, je voulais revenir là-dessus. C'est pas une digression. C'est en lien avec le sujet. Parce que, oui, on pourrait assainir Paris. Les champignonnières, c'est fascinant. Vous connaissez l'étude de cas que je cite dans mes conférences depuis presque 10 ans sur la récupération du marc de café. Et ça, c'est fait à l'échelle urbaine. On récupère le marc de café à Rotterdam et on utilise une ancienne piscine réaménagée en champignonnière. On utilise ce marc de café comme champi-compost et donc on fait des champignons shiitake, maïtake, ganoderma, pleurote ou champignons de Paris. Et oui, il n'y a pas que les catacombes à Paris, il y a les champignonnières parce que Paris est un gruyère. Certaines carrières ayant été utilisées pour faire des parcs, comme ce magnifique parc du 20e arrondissement, celui des Buttes-Chaumont. Et bien maintenant pour la rivière. On a des projets comparables qui pourraient être faits. Quand on avait fait le tour Super France, on avait rencontré ce projet absolument merveilleux, les coiffeurs justes à Marseille. Et en fait, ça va jusqu'à Toulon. Ils ont même situé un récupérateur de cheveux sur le porte-avions Charles de Gaulle, si ça, c'est pas la classe. C'est quoi l'idée des coiffeurs justes ? Eh bien, les cheveux, en fait, sont d'excellents dépolluants, d'excellents fixateurs des toluènes, notamment, et de tous les grands polluants organiques qu'on peut trouver dans les rivières ou dans les océans, quand les bateaux dégazent en particulier. Et donc, on pourrait récupérer les cheveux chez les coiffeurs, les mettre dans des boudins, ça peut même être d'anciens collants, même si on veut faire du low-tech, si on veut faire ça à l'arrache. Et ces boudins, imaginez donc un vieux collant rempli de cheveux, eh bien, vont fixer les polluants organiques. On pourrait faire des murs complets là-dessus pour nettoyer la Seine. C'est possible de faire ça. Vous avez plein d'autres chercheurs ou architectes qui avaient envisagé des solutions, par exemple pour dépolluer l'immonde Gowanus Canal à New York. Eh bien, vous aviez l'architecte Kate Orff qui avait proposé d'y cultiver des huîtres. Alors certes, pas pour les manger tout de suite, on aurait pu simplement les couler dans le béton par la suite, mais au moins elles auraient dépollué parce que oui, les huîtres, ça vous filtre 60 gallons de flotte par jour, et donc ça peut vous purifier une rivière si vous vous donnez une petite décennie, ce qui est un tiers de l'espace qui nous sépare aujourd'hui de la promesse non tenue de Jacques Chirac d'aller se baigner dans la Seine. Donc c'est tout à fait envisageable. Vous avez l'immense architecte franco-belge Vincent Calbeau, qui a été stagiaire d'ailleurs de Jacques Rougerie, autre immense architecte, et je cite Jacques Rougerie parce qu'il est à l'Institut de France. Bon sang, on aurait pu lui
confier ce genre de dossier au lieu de faire des promesses en l'air à la con. Jacques Rougerie étant d'ailleurs un des plus grands spécialistes mondiaux, si ce n'est le plus grand de la construction sous-marine. Il avait d'ailleurs à une époque le record du nombre de nuits passées sous la mer avec sa maison coulable sous la mer dans laquelle il avait vécu, je crois, plus de 70 jours. Donc, on a des solutions à la Jules Verne et des solutions low-tech. Parce que oui, le cas des coiffeurs justes, ça avait résonné en nous avec Gunther Pauli. Lui-même, par exemple, avait créé à l'époque Ecovert, dont l'entièreté de l'usine était biodégradable. Alors je me rappelle, il avait été condamné par la justice belge comme salaire déguisé parce qu'il subventionnait ses employés pour qu'ils viennent en vélo. Il leur donnait une indemnité kilométrique en vélo. Quelques décennies plus tard, c'est devenu un objet de programme politique dans le Benelux. Et c'est jamais bon d'avoir raison trop tôt. Mais Gunther, qu'est-ce qu'il avait fait quand il avait fait Ecovert? Il avait fait toute une ligne de détergents qui étaient biodégradables. Et pour bien montrer qu'il n'était pas dangereux, il était allé dans un des meilleurs restaurants de Bruxelles. Il avait commandé une grande et belle salade, convoqué la presse et il avait assaisonné sa grande salade avec ses produits ménagers à base de vinaigre et il l'avait mangé comme ça, sous leurs yeux. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut faire. D'ailleurs, on pourrait faire ça pour les piles. Quand on était à Super France, on avait rencontré aussi un jeune innovateur qui avait fait des piles qu'on aurait pu jeter comme ça dans la forêt avec aucun métaux lourd dedans et en carton et papier pour leur corps. Aujourd'hui, on pourrait faire des piles en gélatine qu'on pourrait manger. Vous les sortiriez de la télécommande et vous auriez un bonbon acidulé juste pour le fun. C'est quelque chose de faisable. Bon. J'aime bien ce niveau d'excentricité, bon sang, parce qu'il n'y a qu'avec ce niveau de rêve, avec ce niveau de défi, qu'on va enfin résoudre les problèmes de Paris. Alors oui, je n'aime pas Paris, et une grande partie des problèmes de la France vient de cette espèce de mentalité macro-parisienne, ou macron-parisienne d'ailleurs. On pourrait la qualifier aujourd'hui comme cette avocate qui avait osé demander si les gens à Dunkerque avaient du Wi-Fi. Mais je vous jure, ce niveau de connerie parisienne m'insupporte. D'ailleurs, si ça ne tenait qu'à moi, évidemment que je délocaliserais la capitale politique. Parce que oui, les Turcs ont pu le faire avec Ankara, les Canadiens ont Ottawa pour la capitale politique, Montréal pour la capitale culturelle, Vancouver pour la capitale technologique et Toronto pour la capitale financière. Les Australiens aussi ont tout un tas de capitales différentes au-delà de leur capitale politique qui est Canberra. Alors pourquoi pas nous en France ? Ça résoudrait beaucoup de problèmes, en particulier dans l'immobilier. Parce que oui, si l'immobilier va aussi mal, c'est parce que quand on est en Allemagne et qu'on perd son emploi à Berlin, on peut le retrouver à Munich ou à Hambourg ou à Stuttgart. Quand on perd un emploi à Paris, c'est plus dur de le retrouver ailleurs. Alors oui, si ça ne tenait qu'à moi, je relocaliserais la capitale avec un référendum. Je proposerais 3 choix. Ou bien Bordeaux pour avoir une ouverture sur la mer, ou bien Lyon pour avoir une ouverture vers l'Europe centrale, et en particulier aussi l'Italie du Nord, ou bien un référendum pour construire ex nihilo, pour faire de la relance économique, une nouvelle capitale au centre de la France. Oui, pourquoi pas. Mais revenons donc à nos rivières. Eh bien oui, Paris pourrait collecter tous les cheveux des coiffeurs, pourrait, avec certains chercheurs du CNRS, mettre au point des rideaux d'épuration qui seraient à disposer dans la Seine. On pourrait donner l'exemple à l'échelle internationale avec nos moyens de dépollution. On pourrait pratiquer ce que Jaime Lerner a appelé l'acupuncture urbaine. Et oui, Jaime Lerner, le maire de Curitiba, une ville victime de son succès, tellement il avait utilisé des solutions low-tech. C'est lui, alors oui, lui, il n'aurait pas surendetté la ville comme l'a fait Anne Hidalgo pour Paris. C'est d'ailleurs un carnage absolu, si ce n'est un crime. Eh bien, Jaime Lerner, lui, était très frugal dans ses budgets. Il vous disait, la créativité, ça commence quand on enlève un zéro à son budget. Et le développement durable, avec 2 D majuscules, ça commence quand vous enlevez 2 zéros à votre budget. Il avait appelé ça l'acupuncture urbaine. Exemple, on avait du mal à récolter les déchets dans les favelas. Eh bien, il a dit, sortez des cajots de déchets, on vous donne des cajots de légumes. Acupuncture urbaine, une petite solution brillante, intelligente, pas faite par des technocrates abrutis qui sont uniquement des carriéristes et qui adorent claquer l'argent des Français. Non, des gens qui sont frugaux et intelligents et qui remplacent leur budget par leur jus de cerveau et leur engagement pour la nation. Eh bien, quand vous faites une action aussi précise, vous faites de l'acupuncture. C'est exact, c'est déployé dans un quartier donné, mais ça assainit toute la ville. Et en l'occurrence,
l'occurrence la collecte des déchets par les équipes de Jaime Lerner, de cette façon a assaini toute la ville et a réduit la criminalité à l'échelle de toute la ville de Curitiba. Voilà le genre d'intelligence qu'il faut déployer. Je pourrais vous parler aussi du fameux El Sistema au Venezuela, dans lequel on a sorti des gamins des favelas en leur faisant fabriquer leur propre instrument de musique à partir de déchets. Et ça a été un succès mondial, bon sang. Quand le créateur du Sistema est mort, tous ces orphelins ont chialé pour lui. Et moi, je chiale pour l'intelligence perdue de ce genre d'humains brillants qui mettent leur cerveau au service de leur nation et qui ne cherchent pas à surendetter leur nation pour mettre cette dette publique au service de leur ego boursouflé. Alors oui, je suis pas un très grand fan de Paris, c'est vrai, mais j'adorerais qu'on en fasse la ville lumière qu'elle mérite d'être. J'adorerais qu'on en fasse une ville intelligente, une ville qui a montré qu'elle peut résoudre ses problèmes, une ville que même des chamans d'Amazonie admireraient en voyant, regardez, nous avons ressuscité cette rivière divine, nous l'avons nettoyée et en effet, maintenant les gens peuvent se baigner dedans. Je me rappelle de Jacques Rougerie qui me racontait depuis la péniche où il vit à Paris, quand il prenait sa voiture amphibie jusqu'au Mont-Saint-Michel pour aller prendre le petit déjeuner dans la baie. Le rapport que les Parisiens ont à ce fleuve, c'est aussi le rapport de leur histoire. Paris ne serait pas Paris sans la Seine. Paris est Paris par la Seine. Le Louvre était une forteresse franque et Hugues Capet, bien entendu, a défendu la Seine des invasions vikings qui eux-mêmes la prenaient justement parce qu'elle était une avenue pour aller piller les riches territoires du centre de la France. Alors oui, ce serait un test d'intelligence collective que de pouvoir purifier la Seine. Ce serait un test brillant. Comme au Moyen-Âge, on avait de magnifiques ponts habités qu'on a décidé de détruire à la Révolution parce qu'il fallait faire place nette. Et l'esprit des Lumières, c'était d'avoir des ponts qui étaient nus. Mais j'aimerais bien qu'on ait à nouveau des ponts habités à Paris. J'aimerais bien qu'on ait des merveilles plus sublimes que le Ponte Vecchio et que ce soit un démonstrateur de l'intelligence française et de l'excellence des architectes. Mais bon, vous savez, quand on a eu le pont des Arts qui croulait sous les cadenas, eh bien, au lieu d'enlever ces cadenas et de les donner aux élèves de l'école des Beaux-Arts, à tous les élèves, après tout, des écoles d'art et d'art appliqué de Paris pour qu'ils en fassent des sculptures, pour qu'ils en fassent des merveilles qu'on aurait pu vendre aux enchères pour financer l'arrachage de ces cadenas, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis d'abord des planches en bois sur lesquelles il y a eu des tags et ensuite de vagues plaques de plexiglas. Si vous trouvez ça intelligent, eh bien bon courage pour l'avenir de la France. D'ailleurs, à Londres, ils avaient récupéré les couteaux confisqués dans les crimes et ils en avaient fait une statue géante pour vraiment toucher le public. Donc on aurait pu être intelligent. Mais on ne l'a pas été. Alors oui, j'aimerais qu'on aille récupérer tous les cheveux de Paris chez tous les coiffeurs, qu'on pose comme ça un droit de collecte. Vous avez des merveilles qui sont nées comme ça, comme le cannelé à Bordeaux. C'était les bonnes sœurs du couvent des Annonciades qui récupéraient les jaunes d'œufs parce qu'on collait et purifiait, clarifiait le vin avec les blancs d'œufs. Du coup, on avait beaucoup de jaunes d'œufs inutilisés. Eh bien, les bonnes sœurs ont utilisé leur jus de cerveau et sont allées récupérer ces jaunes d'œufs, ont pris le blé du fond des cales et vous ont fait le cannelé. Pareil pour le Tocino de Cielo, à Madrid, qui a la même histoire. Alors pourquoi, par pitié, on ne pourrait pas déployer un tout petit peu d'intelligence pour changer, au lieu d'être des enfants pourris gâtés, d'avoir le QI d'un influenceur et de simplement gaspiller le pognon par pack de milliards comme on l'a fait à Paris, si seulement on pouvait faire un peu d'acupuncture urbaine. Alors, faites ce que vous voulez, convoquez Jacques Rougerie, prenez Vincent Calbeau, ou bien faites la solution des coiffeurs justes, récupérez tous les cheveux de Paris, purifiez la Seine, montrez qu'il reste encore un tout petit peu d'intelligence en France.